Partie 1A, définir le défi alimentaire. La question du défi alimentaire se pose sous deux formes. La première forme, la plus connue, est la forme quantitative. Il s'agit de la sous-alimentation ou sous-nutrition. Celle-ci peut se définir comme un apport insuffisant en calories, la limite étant fixée à 1200 calories jour. Pour un entretien normal du corps, il faut compter entre 2000 et 2400 calories. Chez l'être humain, la sous-nutrition prolongée entraîne une dégradation des fonctions vitales et abîme les organes essentiels. Provoquant au final la mort de l'individu. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que 800 millions d'individus sur Terre vivent en état de sous-nutrition chronique. Cela veut dire que quotidiennement et sur une période prolongée, ils n'ont pas assez de nourriture. Ainsi, les effets induits, on estime que plus de 25 millions de personnes chaque année meurent des suites d'une sous-nutrition chronique. L'autre aspect quantitatif que l'on peut noter est la question de l'obésité. L'obésité affecte aujourd'hui plus de 300 millions de personnes sur la Terre, dont les 2/3 dans les pays riches. Avec 89 millions de cas, soit 30% de la population, les États-Unis sont le premier pays touché. Mais on voit apparaître l'obésité dans certains pays où le changement alimentaire brutal, la transition alimentaire comme on dit, pose des problèmes majeurs. Ainsi, en pourcentage de la population touchée, c'est désormais le Qatar qui décroche cette triste première place. Mais un pays comme la Chine connaît aussi une croissance spectaculaire du phénomène d'obésité. Le deuxième aspect que l'on peut évoquer sur ces questions du défi alimentaire sont les questions de sous-alimentation. Le deuxième aspect que l'on peut évoquer pour cette question du défi alimentaire est la question non pas quantitative mais qualitative. Il s'agit non pas donc de la sous-nutrition mais de la malnutrition. On peut distinguer assez facilement deux types de malnutrition. La première, celle des pays pauvres. Les populations les plus fragiles ne peuvent consommer que des matières de base, à savoir en général des céréales ou du riz. Cette alimentation provoque des carences alimentaires importantes et n'apporte pas les vitamines, calcium et oligo-éléments nécessaires au bon développement du corps humain. Ceci peut se traduire par des maladies parfois terribles comme le rachitisme. Cette faim invisible, comme l'appelle l'OMS, touche plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Mais la malnutrition touche aussi des pays riches. Là, c'est l'inverse. Il y a excès de certains produits, notamment en sucre, en gras, ce qui, au-delà de la question de l'obésité que nous avons déjà évoquée, provoque des maladies telles que le diabète et accélère les problèmes cardiovasculaires qui sont la première cause de décès dans les pays riches. Cette situation alimentaire difficile à l'échelle mondiale ne connaît pas d'évolution notoire, à savoir que le nombre de sous-nutris et de malnutris se maintient à un niveau élevé. 800 millions de sous-nutris, 2 milliards de malnutris.
Pourquoi cette stagnation malgré les progrès, malgré la progression des productions alimentaires? C'est qu'il y a il existe différents facteurs qui expliquent cela. Le premier est l'augmentation rapide de la population dans les pays du Sud, notamment ceux qui sont rentrés dans la deuxième phase, ceux qui sont rentrés dans la première phase de la transition démographique. Je pense notamment aux pays africains. Cette augmentation rapide de la population est supérieure à l'augmentation des rendements agricoles et de la production agricole, ce qui gomme tous les effets positifs qui ont pu intervenir des politiques agricoles menées depuis une trentaine d'années. Deuxième élément, c'est le maintien d'une très grande pauvreté dans ces pays. Effectivement, la faim n'affecte pas de façon uniforme un pays ou un continent, il touche en priorité les populations les plus pauvres. Et l'on voit dans les milieux ruraux et aussi dans les milieux urbains que les couches sociales qui profitent d'une élévation du niveau de vie ne sont pas touchées par ces phénomènes de la faim. A contrario, on voit de vastes populations qui continuent de vivre dans des états de sous-nutrition chronique tout à fait problématiques. La situation d'un certain nombre de pays a même tendance à se dégrader. Nous verrons tout cela dans la deuxième sous-partie, le grand B, que je vous invite à voir à la suite de ce que nous venons de faire. Mais il est peut-être maintenant temps d'évoquer la question du réchauffement climatique pour montrer que les questions écologiques, économiques et humaines sont intrinsèquement liées. À savoir que le réchauffement climatique entraîne la fragilisation d'un certain nombre de milieux. Notamment, je pense à toute la bordure sahélienne qui connaît un abaissement des pluies et une hausse des températures qui contribuent à détruire l'agriculture vivrière de pays comme le Mali, le Niger ou le Tchad. La montée des eaux est extrêmement inquiétante pour un certain nombre de pays qui tirent l'essentiel de leur subsistance des grands deltas aménagés pour l'agriculture. Je pense aux deltas de grands fleuves comme le Nil ou le Brahmaputra. Effectivement, le Bangladesh, si je prends le cas du Brahmaputra, est un espace totalement aménagé pour la riziculture, ce qui permet de nourrir très largement la population bangladesh. Cependant, la montée des eaux provoque une salinisation des terres qui contribue à détruire des terrains agricoles. Cette menace est aujourd'hui grande, cette menace est aujourd'hui une réalité et demain deviendra un véritable drame.